Elle s'appelle Fatma, elle a 33 ans et c'est la sœur de Boubaker El Hakim, l'un des anciens plus hauts responsables français de Daesh. Sa mère, ses 2 autres frères et sa sœur sont tous partis en Syrie, elle non. Alors, dans son témoignage paru en livre récemment, elle raconte comment elle a grandi sous l'emprise d'un frère violent et radicalisé, une enfance marquée par la peur, un mariage forcé avec un djihadiste et une fuite pour retrouver sa liberté. Dans cette interview donc, elle revient avec nous sur son parcours et sur son combat pour se reconstruire. Pour nous soutenir gratuitement dans le développement de ces interviews, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Et ces échanges sont aussi disponibles en podcast audio sur toutes les plateformes. Si diffusés sur le même podcast que les actus du jour, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre confiance et je vous laisse avec l'échange. Bonjour Fatma. Bonjour. Merci infiniment de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui. Merci à vous. Merci vraiment pour votre temps. Je précise d'ailleurs pour ceux qui demandent que vous témoignez de façon anonyme pour vous protéger. Vous craignez éventuellement que certains soutiens, par exemple, de votre frère puissent s'en prendre à vous. Mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous de prendre la parole aujourd'hui ? Alors, c'est très important pour moi de prendre la parole pour faire comprendre surtout aux gens, à la société, que certes, on peut grandir dans une famille qui est radicalisée, qui est dans l'extrême de l'islam, certes, mais malgré tout, on peut s'en sortir. Et ça ne veut pas dire qu'on fait partie de cette famille, qu'on est comme eux. Chacun est différent, même si on est une fratrie. Chacun a ses avis, ses opinions, a sa force. Et en vrai, c'est que tout le monde peut s'en sortir de n'importe quelle emprise, quelle qu'elle soit. Parce que là, on va le voir effectivement, il y avait de votre côté une emprise très très importante, des moments très durs aussi que vous racontez notamment dans ce livre et sur lequel vous avez eu l'occasion d'échanger beaucoup. Vous avez grandi dans le 19e arrondissement de Paris avec votre mère. Vous êtes la dernière donc d'une fratrie de 5 enfants. Et parmi eux, il y a votre grand frère qui deviendra plus tard un cadre important de Daesh. Comment est-ce qu'il se radicalise et comment se passe votre enfance à ce moment-là ? Alors, ça a été très rapide. Je l'explique toujours, c'est que c'est très rapide la radicalisation de mon frère. Donc déjà, en premier temps, il faut bien savoir qu'il était radicalisé bien avant l'islam. Donc ce n'est pas l'islam, en vrai, qui l'a rendu comme ça, hystérique, violent, qui a de la haine. Ça, c'est vraiment bien avant l'islam. Donc on est parti dans une manifestation. En rentrant, le lendemain, il déclare à ma mère qu'il a fait sa prière de l'aube. Bien sûr, ma mère, elle était super contente parce qu'il faut savoir qu'il était un petit peu dans les trafics de stupes. On était quand même dans un quartier, dans une cité un petit peu, où il y avait beaucoup de trafic. Donc bien sûr, elle pensait, elle s'est dit, mon fils, il s'est rangé du bon côté, il a trouvé le bon chemin, on va dire. Il a trouvé le droit chemin, il va être plus posé, il va être plus calme. Et qu'en fait, pas du tout. Il a vraiment trouvé, en vrai, la porte pour montrer toute sa haine et toute sa violence, mais totalement. Vos premiers souvenirs d'enfance avec lui ressemblent à quoi ? Les premières années d'enfance, c'était déjà dans le 12e. On habitait à l'époque dans le 12e. Donc déjà, j'étais très petite. Mes souvenirs, c'était qu'on avait fêté Noël, les anniversaires. Ça, je me rappelle toujours. Ça a été toujours des bons souvenirs pour moi. Mais il était quand même dur, très violent, très méchant avec nous. Quand je dis nous, c'est toute la fratrie, parce qu'on est 5. Donc lui, il faut savoir que j'ai ma sœur qui est l'aînée. Lui, il vient après. Et il est dur avec nous tous, il est méchant avec nous tous, il a une haine, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où elle vient cette haine. Alors qu'il a quel âge à ce moment-là ? Il avait même pas 14 ans. Donc vous vous en rendez compte, c'est quand même très tôt, quoi. Depuis son jeune âge, il est très dur. Donc on n'avait pas aussi la radicalisation au sens propre, comme aujourd'hui on peut le dire. Nous, on ne le ressentait pas de cette façon, vu que nous, on était déjà privés de plein de choses. Et il était très dur, très méchant avec nous. Donc en vrai, pour nous, c'était un peu normal. Et quand vous dites qu'il était très dur et très méchant, est-ce que vous avez des souvenirs de moments où il était jeune lui-même et où vous étiez jeune et déjà il était dur et qu'est-ce qu'il faisait ? J'ai un souvenir, j'étais en maternelle et il y avait la cour de récréation, il y avait des grillages et il venait, il se posait devant. Et si un garçon me parlait, ça n'allait pas. Donc vous imaginez que j'étais en maternelle. Et ça, c'est vraiment un souvenir, c'est vraiment un flash que j'ai quand il venait devant le grillage et il se pointait dans la cour. Vous vous en rendez compte ? Donc déjà, rien que ça, il ne voulait même pas que je parle avec des garçons en maternelle. Donc dès le plus jeune âge, comme ça, il y a ces éléments-là. Il me semble aussi que vous avez parlé d'une histoire avec un carnet où vous notiez des prénoms. Ça, c'était bien après, oui. Ouais. Ça, c'était quand on était dans le 19e. Donc après, on a déménagé au 19e. J'étais en CM2, donc j'étais à peu près au début, au milieu de l'année de la CM2. Et j'avais un petit carnet rouge. Donc c'est un carnet téléphonique.
Et moi, j'écrivais tous les noms, les prénoms des élèves, d'accord? Et là, il voit que, comme par hasard, non mais en plus, j'ai une chance incroyable. Au moment où j'écris le prénom Oussama, comme par hasard, il débarque. Donc, il n'a pas débarqué dans les autres prénoms féminins. Et là, il voit le carnet, il me l'arrache. Oussama, c'était quelqu'un de votre classe. C'était un petit garçon de ma classe. Et il était trop gentil avec moi. J'étais en surpoids, il me défendait tout le temps. Ça se trouve même, j'étais amoureuse en vrai. Qu'est-ce que j'en sais? Mais je l'aimais trop ce garçon. Et j'avais raison de l'aimer vu qu'il me défendait. Et là, il voit ce carnet, il l'arrache. Et il m'emmène dans le salon. Il me prend de la chambre, il m'emmène dans le salon. Il me fait asseoir sur le canapé du salon. Vous vous rendez compte, genre j'étais jeune quand même. Et là, il me relève les jambes. Et je me rappelle, il m'avait attaché mes pieds. Et il me frappe sur les pieds. Juste pour un prénom de garçon. Et à ce moment-là, votre mère réagit pas ou il n'y a pas de... C'est ça. Je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Parce qu'en vrai, on était un petit peu habitués, quoi. Qui nous frappe, qui nous parle mal, qui nous insulte. En vrai, je pense qu'en fait, on vivait dans ça, c'était normal. Enfin, voilà, quoi, vas-y, frappe-moi et qu'on en finisse. Et là, il y avait mon frère déjà, qui me dépassait de 3 ans. Il commence à pleurer. Il lui dit, toi déjà, si tu pleures, tu vas voir, toi aussi, tu auras le même sort qu'elle. Et il y a ma mère qui est debout, mais je me rappelle même là, maintenant quand je vous en parle, j'ai les images. Elle était debout à la porte du salon. Et elle n'a rien fait. Ouais, c'est quand même une mère. C'est ça qui est dur. Et comment vous l'expliquez? Est-ce que vous pensez qu'elle avait peur elle-même? Est-ce que vous pensez qu'il y avait cette forme d'emprise que vous décrivez dès cette période-là? Déjà, l'emprise, on l'a tous vécue. Voilà, c'est dur à l'admettre. Je pense que même nous, d'ailleurs, même moi déjà, je parle de ma personne, je m'en suis pas rendu compte. Hein. C'est grâce au livre, c'est grâce à tout ça qu'on s'en rend compte en fait qu'on était sous emprise. Le mot emprise, moi je connaissais pas. Le mot violence, bon, c'était rapide quoi. Séquestration, je connaissais pas ce mot-là. Je pense que ma mère, elle était premièrement déjà sous emprise, mais il faut savoir que son fils l'adoré, c'était son adoré, c'était limite, elle allait l'adorer lui au lieu de Dieu quoi, clairement. Et je pense qu'aussi, ma mère, elle voulait même pas intervenir parce que pour elle, ça y est, c'était l'homme de la maison. Il fallait qu'il fasse ça, en vrai, quoi, pour, entre guillemets, nous garder purs dans la maison. Parce qu'en plus, moi, j'étais la plus jeune. J'ai ma grande sœur, elle déjà, qui était déjà majeure. Et en fait, j'étais la plus petite. Et en vrai, j'ai vraiment tout subi, quoi. Et je vais vous dire, en toute honnêteté, ma mère, aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle avait, elle aussi, besoin de soutien. Je pense que ma mère, elle était très fatiguée. Elle nous a élevés 5, des pères différents. On peut avoir des avis différents sur pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'elle-même, en vrai, elle n'a jamais reçu d'amour, en vrai. Elle n'a pas reçu d'amour ni d'homme, ni de ses maris, ni de ses frères, ni de son père. Donc, en vrai, elle aussi, elle avait besoin aussi d'un soutien. Mais je pense qu'elle a tout légué à mon frère pour qu'elle elle se repose en sorte. Et c'est vrai que on sent évidemment beaucoup d'émotions quand tu racontes ça. Et tu m'as dit, en décrivant ça, tu m'as dit comme si c'était normal. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais très jeune, mais est-ce qu'à ce moment-là, de ton côté, tu avais l'impression que c'était normal, ce qui se passait? Tout n'était pas normal. Mais dans tous les cas, je l'affirme. Vous savez que même pour penser, en vrai, pour réfléchir entre moi-même, genre vas-y, moi je suis toute seule dans ma chambre. Je vais pas me dire, ah mais non, c'est pas normal. Bah ouais, je la ferme et c'est tout. Je le subis en vrai. J'ai pas d'autre choix. Et autant dire que vaut mieux ne même pas y réfléchir, même pas se dire, oh il m'a frappé, oh j'ai mal. Laisser passer, laisser couler. Et genre pour que tu vois la tension là qu'il y avait à la maison, enfin limite, elle s'envole un peu quoi, que ça fasse un peu banal, que ça fasse good vibe. Mais bon, ce good vibe, on l'avait pas. Et il y a des gens qui... Tu vois, tu pouvais en parler à certaines personnes ou... Oh, pas du tout. Alors déjà, il faut savoir que tout au début de sa radicalisation, notre cercle était complètement coupé. Mais quand je dis coupé, c'est coupé du jour au lendemain. Genre, plus de voisins, plus d'amis, plus personne qui vient à la maison. Mais il avait quel âge quand il arrivait à faire ça? Il avait à peu près 18, 20. Et déjà, tout d'un coup, tout a été coupé. C'est après qu'il est parti à son premier voyage en Syrie pour, soi-disant, apprendre l'arabe. Et qu'il est revenu, et c'est là où son cercle d'amis a été formé, et c'est où, à ce moment-là, qu'on a commencé à avoir des visites à la maison de femmes, mais bien sûr des femmes radicalisées. Donc, en vrai, à un moment donné, il faut savoir que même ma mère, elle a été coupée du monde. On a tous été coupés du monde, clairement. Et l'impact
Justement, tu parles d'être coupé du monde. Vers l'âge de 11 ans, ton frère décide de te déscolariser. Alors, c'est très bizarre de formuler ça comme ça, parce qu'on pourrait se dire... Incroyable. Comment est-ce que ton frère peut avoir ce pouvoir-là et t'ordonner ça, mais il décide de déscolariser. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter cette période? Déjà, c'est à cause de ce fameux carnet rouge. Donc, le jour où il m'a frappé sur les pieds, il a dit à ma mère, à partir d'aujourd'hui, elle ne va plus à l'école. Donc, j'étais encore en primaire. Et donc, la 6e, je n'ai jamais mis mes pieds dedans. J'ai envie de vous dire une chose, mes enfants aujourd'hui vont rentrer en 6e et ça me fait très peur. Parce que je ne connais pas ce monde. Quand je suis partie visiter le collège de mes enfants, il y a une odeur dans l'école. Mais moi, cette odeur, elle me manquait. Elle me manquait beaucoup et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on peut réussir aussi sa vie sans études, mais c'est tellement important. C'est tellement important d'apprendre, de connaître l'histoire, de connaître tout ça en vrai. D'être cultivé. Tes enfants, ils y sont pas encore, mais ils y seront bientôt. L'année prochaine et ça me fait vraiment bizarre. J'ai envie de vous dire, j'en suis sûre que je vais chialer quand ils vont rentrer. Ça, c'est sûr, je vais chialer parce que c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Et on peut vraiment le comprendre que si on le vit. C'est très dur. J'imagine que c'est dur et en même temps, il y a peut-être une forme de fierté aussi de se dire que tes enfants, ils vont y aller, ils vont poursuivre leurs c'est études. Ça. En fait, ma fierté aujourd'hui, je le dis tout le temps, c'est mes enfants. Ce que j'ai pas eu, ils l'ont. Garçons, filles, mixité, ça m'est égal complètement. Tant qu'ils sont heureux, je me dis, ils vont fauter dans leur vie, ils vont faire des erreurs, ils vont avancer, ils vont apprendre. Et c'est ça l'école. Tu vas tomber amoureux, tu vas sortir, tu auras des petits flirts, ça va arriver. Mais moi, je serai là et je les soutiendrai quoi qu'il arrive, en vrai. Et je pense que ça, c'est super, c'est ma force aujourd'hui. C'est grâce à ça que je suis heureuse. S'il n'y aurait pas mes enfants, je pense que je ne serais pas comme ça. Ils sont encore jeunes, mais tu leur en parles de ton histoire et de tout ça ou pas? Ils connaissent tout. Ils savent mon histoire de A jusqu'à Z. Et vous savez... à chaque fois, vous savez, à la Saint-Valentin, on a un rituel à la maison, c'est de s'écrire des lettres d'amour. C'est pas genre que pour moi et mon mari. Non, les enfants aussi, ils participent. Et ils m'écrivent toujours « Maman, on va te rendre fière de nous. Et on sait que tu as souffert, mais t'inquiète pas, on sera là pour toi. » Et ça, c'est trop beau. Ils ont quel âge? Ils ont 10 et 11. Donc, je peux vous dire que à travers mon histoire, ils ont aussi la valeur des choses. Le fait d'aller à l'école, le fait d'avoir une télé. Oui, c'est la liberté. Pour certains, c'est normal. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont privés de ça. Même en France, faut arrêter de vivre dans un monde des bisounours. Ça existe toujours. Il y a toujours des gens qui sont comme ça. Et de ton côté, d'ailleurs, tu reçois peut-être d'ailleurs depuis la publication du livre, tu reçois des témoignages ou des gens qui s'expriment et qui ont fait part de leur réalité aussi. Il y a eu récemment, exactement, une sœur d'une personne qui est radicalisée, qui a été... c'est une histoire qui est très récente. Et elle aussi, son frère l'a déscolarisée. Et son père l'a déscolarisée. Et pourtant, ça fait pas longtemps. Donc, faut arrêter de dire que c'était dans les années 2000. Non, c'est jusqu'aujourd'hui, ça existe. C'est vrai que ce qui est fou, c'est que si t'as... Enfin, en fait, ce qu'on a du mal à imaginer, c'est comment ta déscolarisation a pu passer inaperçue. Il n'y a pas pu avoir de... Parce que l'école, elle est obligatoire en théorie à cet âge-là. Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose, ça pour que les gens vraiment comprennent le contexte. C'est que la déscolarisation, bien sûr que ma mère a trouvé une faille. Ça existe toujours. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment être attentionné sur les enfants aujourd'hui. Quand ils viennent pas à l'école, il faut se poser la question pourquoi en vrai. Et quand les parents disent non, mais vous savez, il est malade, non, mais j'ai envie de le scolariser autre part, non, mais on va déménager. Ben non, en vrai. Le jour où tu déménages, comment est-ce qu'on peut te donner un certificat scolarité? Non, quand tu déménages, je veux aussi que l'autre école appelle l'autre école en disant oui, c'est bon, cet enfant a été scolarisé dans cette école. Et ça, je pense que ça peut sauver beaucoup d'enfants. Et grâce à ça. Donc, je pense qu'aussi, les signalements faits, des fois un petit peu débilement, je suis désolée de dire ça, faudrait vraiment plutôt s'orienter dans ce genre d'histoire. Il faut rappeler qu'en France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et qu'en théorie, cela est surveillé par l'État. Mais selon le décompte d'associations, le nombre d'enfants déscolarisés est estimé à 100 000, même s'il est évidemment très compliqué d'avoir des chiffres précis et fiables à ce sujet. Pour que les gens comprennent bien
en termes de restrictions, ce qui t'est imposé dès l'âge de 11 ans. Donc on l'a dit, pas d'école. Exactement. Tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas de télévision. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres règles qui étaient mises en place? Alors en fait, oui. Donc je vous explique concrètement. La seule règle, donc j'avais le droit d'aller aux toilettes, de prendre ma douche et de manger. À part ça, je faisais quoi? Rien. En fait, je peux vous dire de quoi j'avais le droit parce que c'est tellement petit, c'est 3 choses. Et tout le reste interdit. Donc pas de télé, pas de sortie, pas de visite. Le niqab qui est le voile intégral qui couvre complètement le visage, même mes yeux, on ne pouvait pas le voir. J'ai envie de vous dire, je portais même pas parce que je sortais même pas de base. Les seules sorties qu'on faisait, c'est quand on allait au taxiphone. Je me rappelle, on allait au taxiphone pour quand mon frère était en Syrie, quand il apprenait l'arabe. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de guerre, il faut le préciser. En 2004, il n'y avait pas encore de guerre en Syrie. Le frère de Fatma, Boubaker el-Hakim, se rend en Syrie officiellement pour la première fois en 2002 pour étudier l'arabe et le Coran. Mais en réalité, selon Fatma, ce séjour a accentué sa radicalisation. Suivront ensuite plusieurs autres passages en Syrie et en Irak en 2003 pour faire le djihad. On revient là-dessus juste après. On allait au taxiphone pour appeler mon frère. Donc en vrai, même les seules sorties que je faisais avec ma mère, c'était pour mon frère. Pas pour quelqu'un d'autre. J'allais pas faire les courses, j'allais nulle part. Alors, je ne sais pas à quelle période c'était d'ailleurs, mais ils vous montraient des vidéos de décapitation. Ils me montraient. Ouais. Il n'y avait que moi, en vrai. C'est ça. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était à l'époque que j'avais 11 ans. 11-12 ans. Décapitation, déjà, je me rappelle, c'était... en plus, putain, ce site, j'ai comme si j'avais le nom du site, mais il était en noir et rouge, je me rappelle. C'était un site où il y avait des décapitations. Et c'était à l'époque, pas les décapitations d'Irak. Hein, non. C'était bien avant. C'était Afghanistan, je pense, ou un truc comme ça. Décapitation. Et il y avait un moment, il me disait même, tu dois regarder sans avoir de... Ah oui, il fallait pas que je pleure. Sans avoir de peur ou d'émotion en regardant. Exactement, c'est ça. Là, tu avais 11-12 ans. Ouais. Et après, les vidéos après un peu basiques, c'était les trucs d'entraînement d'Afghanistan. Regardez beaucoup ça. Beaucoup. Quand tu sortais à ce moment-là, du coup, comment est-ce que tu étais habillée? Tu avais quel âge, du coup, dès l'âge de 11 ans? Alors, à partir de 11 ans, je portais le niqab, donc le voile intégral, le visage, également les gants, bien sûr. Même mes chevilles, hein, on ne devait pas voir mes chevilles. Et quand est-ce que je l'ai enlevé? En vrai, c'est quand il est parti à son premier voyage en Syrie. Là, ça a été, mais la liberté... pour d'autres, ils vont dire, bah non, c'est pas une liberté. Si, pour moi, c'était une très grande liberté. Rien que d'enlever le tissu qui cache mon visage, déjà, pour moi, c'était incroyable, quoi. C'était waouh. À cette période-là, vers l'âge de 11 ans, t'avais des amis au-delà de ta famille? Pas du tout? Ah là là, j'aurais aimé. Pas du tout. Pas du tout. Mais aucun. J'ai envie de dire aussi, il faut savoir qu'avant qu'il soit radicalisé, il n'y avait pas de copines qui venaient à la maison. J'allais pas chez des copines. Mes seuls souvenirs, quand je sortais devant la maison, on avait un petit parc au quai de la Loire. C'est des flashs que j'ai quand je sortais vite fait, quand j'allais au parc et que je rentrais. Mais exemple, je suis jamais sortie tard. Non. Après, bon, j'étais jeune, c'est évident. Mais j'avais pas de cercle d'amis. Tout était restreint avec lui. Tout était restreint, vraiment, la moindre chose. Vous imaginez qu'on avait notre voisine qui était juive. Ça, c'est notre voisine de palier. Elle était magnifique, cette dame. Elle était superbe, c'était la meilleure copine de ma mère. Elle venait chez nous, on allait chez elle. Et du jour au lendemain, bam, interdiction. Tu te sentais seule à ce moment-là? Totalement. Il y avait beau avoir ma mère. Lui, déjà, j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois que la porte, vous savez, la clé, quand il tourne la clé pour entrer à la maison, j'ai mal au ventre. Clairement. À la maison, j'ai envie de vous dire même... vous savez, j'ai l'impression que mon cerveau, il a vraiment mis tout ça en stand-by. Parce que c'est encore très noir, c'est très vague dans ma tête. J'ai vraiment peu de souvenirs. C'est vraiment des souvenirs de violence que j'ai. Et même ces souvenirs de violence, ils sont vraiment restreints. Et c'est vraiment... c'est comme si... c'est incroyable. C'est comme si on mettait une vidéo en accéléré. J'ai pas les détails exacts, total. Mais je sais qu'il me frappait plein de fois, bien sûr. Ouais, donc il y avait aussi, c'était pas qu'un isolement, c'était pas tout, il y avait aussi des violences au sein du... Et je vous parle même pas des violences quand il me parlait mal. Vas-y, va, dégage, va là-bas, va me chercher ça, fais ça, ferme ta gueule. J'ai envie de lui dire, mais tu pries et tu dis ferme ta gueule, putain, genre merde quoi. Lui, il était vraiment mais à côté de la plaque. Et là aussi, ta mère forcément réagissait pas, ou en tout cas, elle était pas... Elle faisait rien. En vrai, ma mère, elle faisait quoi? À manger et elle dormait. Elle faisait rien de sa vie.
elle faisait rien. J'ai envie de vous dire aussi autre chose. Vous voyez, quand on veut apprendre une religion, il faut se cultiver dedans. Il faut se cultiver. Il faut ouvrir des livres, il faut lire, il faut apprendre, il faut connaître bien sa religion. Ma mère, elle n'a même pas fait. Donc, vous voyez, quand mon frère Boubacar vient dire à ma mère, tu sais, le prophète Mohammed, il a dit ça, bah, elle y croit. Elle va même pas vérifier la source. En vrai, il aurait pu dire ce qu'il veut, quoi. Il aurait pu dire, le prophète a dit la couleur orange est interdit, voilà, parce qu'il y a du orange devant moi. Ben, elle va dire, ok, c'est bon. C'est Boubacar qui l'a dit. Non, Boubacar, c'est pas une religion. Ouais, mais il avait une telle emprise. C'est incroyable. Et à ce moment-là, de ton côté, t'étais très jeune, mais t'as pensé à alerter des gens ou à fuir. C'est des questionnements que t'as eus. Bien sûr, bien sûr. Je voulais fuguer parce qu'à l'époque, je sais que ma sœur, elle était dans un foyer. Vous voyez, quand on était à Paris 12e, je me rappelle que ma sœur, elle est partie dans un foyer. Donc j'avais ce truc-là dans ma tête. Mais comment déjà je vais franchir le pas de ma porte? Déjà, on est une grande famille, on est plusieurs, on est dans un quartier, tout le monde me connaît et nous connaît. Donc, j'ai envie de vous dire, sortir de chez moi, c'était impossible. C'était impossible. J'ai envie de vous dire, je vivais dans la maison, c'est limite, j'attendais un miracle pour que moi, je me barre. Et ce miracle, il n'est jamais arrivé. Jamais il est arrivé. Vous voyez, et vous savez, quand on voit une famille du jour au lendemain, tout habillée en noir, des gens qui sortent, qui rentrent avec de la barbe. Je ne parle pas de ça dans le sens où tous les gens qui ont de la barbe, ceux qui ont des invités barbus. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais dans le contexte auquel était mon frère, quand il a été arrêté, quand il est venu de Syrie, on aurait dû se poser des questions. Il y avait une enquête sur mon frère. La police faisait son job, mais pourquoi elle n'a pas fait son job jusqu'à la fin? C'est ça, en fait, le problème. C'est quand une personne est radicalisée, exemple, et qu'on a un doute sur elle. À part cette personne-là, vous voulez le foutre en prison, c'est bien beau de faire ça. Mais sa famille, il a des frères, il a des sœurs. Je sais pas, faites quelque chose. Moi, si on m'aurait auditionné, si on m'aurait posé une question, ne serait-ce, mais j'aurais tellement chialé qu'on aurait compris que j'étais mal. J'étais pas à ma place. Et personne ne l'a fait. Ouais, t'as le sentiment d'être très clairement une victime de toute cette période-là et de ne pas avoir été entendue. C'est ça. J'étais abandonnée et j'ai envie de vous dire, le mot victime, encore le mot victime, c'est aujourd'hui que je l'ai appris. Parce que pour moi, j'ai toujours senti cette culpabilité. J'ai toujours culpabilisé à cause de tout ce qu'a fait mon frère. C'est une dinguerie, mais il faut vraiment y croire. Moi, des fois, j'ai peur d'être dans un endroit, vous savez, d'être au mauvais moment. Ben moi, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'un jour, il se passe une dinguerie. Et comme par hasard, moi, j'y suis. Je suis la sœur de qui? De Boubacar El Hakim. Bah, super, quoi. Ben voilà. Il suffit que j'aurais juste liké une vidéo bêtement. Ça se trouve, mon enfant aurait regardé une vidéo sur YouTube, ça serait tombé sur ma gueule. Vous vous en rendez compte? On vit constamment sous la peur, en sachant que moi-même, je suis une victime, en vrai. Oui, mais ça, je l'ai appris aujourd'hui que j'étais une victime. Je ne savais pas, moi, avant. Ouais, c'est fou que tu ressentes cette culpabilité, alors qu'évidemment, c'est pour rien et tu l'as subie dès la primaire, bah oui. Dès le plus jeune âge. Je l'ai subie avant même que la France ne le subisse. C'est incroyable. Mais c'est ce que je dis, en fait. Tu le dis d'ailleurs, il me semble que c'était dans le podcast que tu avais fait à l'époque avec Paradiso Média. Tu avais dit « J'ai vécu Daesh en France avant même que Daesh existe ». Exactement. Tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots? C'est que tu as... Exactement. Tu as subi Exactement. cette emprise-là de façon... c'est ça. Importante. Tout était interdit, emprisonné dans un endroit. J'ai envie de vous dire, comme en Syrie, on met les femmes dans une madafa, vous savez, dans des maisons que pour femmes. Ben, moi, je l'ai vécu, sauf que c'était chez ma mère. Et je pense que ça fait encore plus mal d'être chez sa mère, d'être auprès de sa famille. Vous savez, si on ne trouve pas la sécurité et le réconfort chez sa famille, vous pensez qu'aujourd'hui, moi, j'y crois de trouver un réconfort ou une sécurité chez quelqu'un d'autre? C'est dur. C'est très, très dur d'avancer sur ça. La radicalisation de ton frère, comment est-ce qu'elle opère déjà? Est-ce que tu arrives à savoir comment est-ce que ça a débuté? Pas du tout. Ça a été du jour au lendemain. Encore aujourd'hui, tu as du mal à comprendre. C'est réel. Ça veut dire, c'est bim, bam, boum. Bam, la maison est radicalisée. C'est incroyable. C'est tellement violent, c'est tellement rapide qu'on s'en rend même pas compte. Et d'ailleurs, d'où est le fait que plusieurs personnes ont rejoint Daesh sans que leur famille peuvent s'en rendre compte. C'est tellement rapide. Si vous savez, s'il y aurait une petite étape, un petit truc, un petit soupçon, je pense que beaucoup de personnes seraient sauvées de ça. Mais c'est tellement rapide que même les familles, pour alerter quelque chose, je pense qu'ils s'en rendent compte que quand il est sur place. C'est trop rapide.
Et tu as l'impression que c'était via des choses... Alors, c'est avant les réseaux sociaux, en tout cas, peut-être qu'on les connaît aujourd'hui, parce qu'on est au début des années 2000, mais est-ce que tu as l'impression que c'était via des choses sur Internet, via des rencontres en France? Non. Tu as une idée de ça? Non. Concernant mon frère Boubacar, non. Vraiment, non. Il a eu aucune rencontre. C'est-à-dire, mon frère Boubacar, il était déjà violent. Il était déjà méchant. Il ne voulait pas qu'on parle aux garçons. Tout ce qui est moulant. Alors, j'ai envie de vous dire, les jupes et les robes, non, les robes même pas, les jupes, j'en ai jamais porté avant. Les pantalons en jean, j'en ai jamais porté. Je portais toujours quelque chose de long. Toujours. Et j'ai envie de vous dire, pour mon frère Boubacar, je parle de lui, personne, ni un entourage, il n'est pas parti chercher ça autre part. Hein. Non, il avait déjà en lui ça. Il avait déjà en lui. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est quand il est rentré dans la religion, au lieu d'apprendre sa vraie religion, au lieu d'apprendre étape par étape, une religion, l'islam, paix, sagesse, bon comportement, être bon envers sa mère, ses frères, ses sœurs, ses voisins même. Non. Lui, il est parti dans des textes, il a pris quelques phrases, quelques mots, et avec ça, il a construit sa religion, pas la religion. Tu as évoqué un départ en Syrie. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous le raconter? Tu avais quel âge environ? C'était dans quel contexte? Alors, c'était juste après qu'il m'ait fait porter le niqab, donc le voile intégral. Il est parti en Syrie pour apprendre l'arabe. Et c'est réel, hein. Il est vraiment parti pour apprendre l'arabe. Sauf, vous voyez qu'à cette époque, donc c'était dans les cours de 2000-2001, il faut savoir qu'à cette époque, en Syrie, on allait pour apprendre l'arabe dans des écoles, très connues d'ailleurs. Et lui, en fait, il nous a raconté, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand on arrive à l'aéroport, en Syrie, à cette époque, il y avait des gens avec des grandes pancartes. Vous savez, on appelle ça, en arabe, talb al-ilm. C'est apprendre la religion. C'est comme si, on va dire, on rentre dans une école pour apprendre que la religion, non pas l'arabe, ce qui est différent. Et lui, quand il est arrivé en Syrie, au lieu d'aller dans cette école, non, il est parti avec d'autres personnes. C'est dans des maisons. Donc, il louait des maisons à plusieurs et il faisait que de lire le Coran, de lire des livres, juste l'apprentissage de la religion. Maintenant, ça, c'est bien de le faire. Sauf que quand tu es mal entouré, bien sûr, la religion, tu peux l'apprendre comme tu as envie. Et j'ai envie de préciser une chose pour toutes les personnes qui vont m'entendre aujourd'hui. C'est très important de le savoir. La radicalisation n'est pas que dans la religion de l'islam. Dans toutes les religions. Donc, ce n'est pas que l'islam. C'est des personnes qui cherchent, qui ont une haine, une violence, une rage, on ne sait pas d'où elle vient celle-là. Et là, quand ils rentrent dans cette religion, ils vont prendre que ces mauvais trucs. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, il était dans des maisons avec d'autres hommes et ils apprenaient la religion. La première chose, quand il est rentré de son premier voyage en Syrie, c'est le mot jihad, guerre sainte. Ah, j'ai envie de vous dire que ce mot était constamment à la maison. Moi, aujourd'hui, le mot jihad, pour moi, déjà, c'est... j'apprécie pas ce mot-là, déjà, premièrement. J'ai envie de vous dire, pour moi, la vraie religion que moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est, vous savez, le comportement. Vous savez, le comportement, c'est une chose qui est très, très dure à maîtriser. Très, très dur. De ne pas se mettre en colère, d'être bon envers les autres, d'être gentil, d'être bienveillant, d'aller voir son voisin, d'aller voir une personne âgée, d'apporter de l'aide. Ça, c'est pour moi, c'est la base. Lui, ça, je peux vous dire que ça n'existait pas dans la maison. Jihad. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas encore les guerres qu'il y a aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire avant, il y avait l'Afghanistan, je pense. D'ailleurs, c'est d'où il était accro à Oussama Ben Laden. La biographie d'Oussama Ben Laden, il me l'a raconté. On était tous dans le salon, je me rappelle très bien, et il était à fond dedans. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la religion de base, c'est comme je dis, il a sa religion, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Et donc, il est revenu après ce premier voyage. T'as senti du coup un changement? Ah ben oui, à chaque fois qu'il venait, c'était relou parce qu'il fallait que je reporte le voile intégral. La première fois qu'il est parti en Syrie, il est parti combien de temps? Ça, c'est un peu vague dans ma tête. Il y a eu tellement d'allers-retours. Vous savez, il y a eu tellement, premièrement, d'allers-retours. Et deuxièmement, qu'à chaque fois qu'il partait, je pensais qu'à ma gueule. En vrai, je voyais pas le temps. Et pour moi, c'était très vite. Et la première fois qu'il est parti, du coup, tu as pu, en fait, à nouveau, comme tu le dis, regarder la télé ou faire des choses. Comment tu as vécu tout ça, cette forme de libération? Alors, vous voyez, rien que le fait de regarder la télé.
Et j'ai envie de vous dire une chose. Mis à part la télé, mis à part de sortir, c'est même pas le sujet de sortir, c'était même pas un sujet à la maison. Le fait qu'il n'est pas là à la maison, c'est une liberté. Déjà, tu dis ce que tu veux, tu peux rigoler, ça, tu peux kiffer, je peux rigoler avec ma mère, on peut se faire des blagues. Déjà, ça, c'est une liberté. Donc moi, déjà, ça me suffisait. Le peu que j'avais me suffisait largement. Et j'étais déjà très contente de le vivre. Donc, j'ai envie de dire, même pour sortir, moi, de toute façon, j'étais toujours parano. J'avais peur, mais c'est même pas peur. Je crois qu'il y a un mot. Je sais pas s'il y a un mot qui existe plus que la peur, j'ai envie de le dire. C'est plus que la peur que je ressens envers lui. Et ça veut dire que là, quand il partait, pour moi, c'était déjà bien. C'était suffisant pour moi. Une forme de libération. Voilà, ça me suffisait. Je cherchais pas trop ailleurs ou plus. En mars 2003, ton frère annonce qu'il va partir justement faire le djihad en Irak. Mm-hmm. Comment est-ce que tu réagis typiquement dans ce genre de situation ? Je suis désolée, j'étais très heureuse. J'étais super contente. Il y a eu une chose qui m'a touchée. Pour la première fois, il me prend dans ses bras. Il m'a jamais pris dans ses bras, vous vous rendez compte ? Jamais de la vie. Et ce jour-là, il m'a pris dans les bras. Il m'a dit, en arabe, il m'a dit « je m'excuse ». Il ne dit pas pourquoi, comment, mais il a dit « je m'excuse ». Et il est parti. Et j'ai envie de vous dire, j'étais très contente. Parce que pour moi, la guerre, ça veut dire mort. Voilà. Donc, j'espérais la mort de mon frère à ce moment-là. Parce qu'il y avait eu cette souffrance et j'imagine que tu avais peur pour toi-même autrement qui revienne. Et... Vous savez, à part la mort, qu'est-ce qui aurait pu me sauver ? Bah rien. Parce que ma mère, j'étais très fusionnelle avec elle. J'étais son porte-clés. Je ne pouvais pas m'éloigner d'elle, en vrai. Parce que les gens, ils vont dire, oui, mais quand il est parti la première fois, pourquoi tu t'es pas barré ? Et ma mère, moi, c'est ma mère qui m'a élevée, c'est ma mère qui m'a éduquée. C'était ma confidente, c'était ma copine, j'avais personne d'autre. Il y avait ce truc fusionnel entre moi et elle qui était très, très fort. Et j'avais du mal. J'avais beaucoup de mal à m'éloigner d'elle. Tu disais quelque chose sur ton... Il me semble que tu l'avais dit sur ton frère et sur l'influence qu'il avait. Je t'avais entendu dire, mon frère, on ne le convainc pas, c'est lui qui convainc. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire, je parle dans ce sens-là pour que les gens comprennent, il y a des gens, ils ont eu des lavages de cerveau. Et ce lavage de cerveau, j'estime que c'est un manque de lecture de livres. C'est-à-dire que, exemple, dans une religion, quand on veut pas apprendre une religion, quand on lit pas exactement, quand on cherche pas bien à savoir cette religion, n'importe qui peut venir te dire quelque chose et hop, ça y est, tu t'y crois et tu fonces dedans. Et mon frère, c'était pas du tout ça. Réellement, vraiment, je peux vous dire aujourd'hui, oui, il a été manipulé. Non, pas du tout. Il n'a pas été manipulé, non. C'est plutôt lui. C'est plutôt lui qui a ramené des gens dans ça. Et d'ailleurs, c'est devenu un des leaders quand même. Exactement, de la filière des Buttes-Chaumont. Et j'ai envie de vous dire, il y a notre voisin, vous vous rendez compte, du même immeuble, qui l'a envoyé en Irak. Vous savez oh là là. Quand on a appris la mort de notre voisin et de mon autre frère, Redouane El Hakim, le premier djihadiste français mort à Fallujah en Irak, je me disais, mais putain, mais pourquoi pas lui, merde ? Tous les gens meurent sauf lui. C'est pas incroyable ? Les grosses têtes ne meurent pas. C'est les petits moutons, les pauvres, ils y vont, ils sont explosés, les pauvres. Et le gros, là, non, il meurt pas. Et moi, ça me rendait malade. Je comprenais pas pourquoi lui, il était pas mort. À noter, et c'est un élément important, que début 2015, sa mère, son autre frère Ali, sa femme, sa sœur Yamina et sa fille partent tous en Syrie pour rejoindre Boubaker. Celui-ci finira par être tué par un tir de drone américain en 2016. La mère de Fatma est elle aussi décédée en 2017 à Raqqa en Syrie. Et ton frère, donc il va faire plusieurs allers-retours, tu l'as dit, mais il finit par être arrêté et emprisonné en France. Pourquoi est-ce qu'il est arrêté ? Dans quel cadre ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et elle est là, la grosse faute. C'est qu'en fait, quand il a été arrêté, à ce moment-là, c'est quand il était parti en Syrie, en Irak. Il est revenu, il s'est fait arrêter dans la frontière. Il a été dans une prison Farah Palestine. Farah Palestine, en français, c'est les branches de la Palestine. D'ailleurs, on a dû entendre, vous savez, des tortures dans ces prisons de Damas, de Bachar el-Assad. C'est l'une des prisons où il a été emprisonné. Et là, quand il revient... Moi, c'est ça qui m'énerve, en vrai. Il a été
jugé pour 7 ans de prison. Pourquoi? Pour du terrorisme. 7 ans. Il est parti en Irak. Il est revenu. On sait très bien que Boubacar, enfin, ils sont pas cons quand même, non? Faut arrêter à un moment donné. On voit comment il est. On voit qu'il est très violent. Dans son procès, il s'est même pas levé devant le juge. Pourquoi? Parce que ce juge-là, soi-disant, fait partie de la France, donc il se lève pas devant lui. Déjà, tu te poses des questions. Il avait même collé la feuille. Pourquoi est-ce qu'il est incarcéré devant la porte de sa cellule? Pour que les gardiens ne l'emmerdent pas. Il mangeait des sandwichs dans les parloirs, personne ne lui parlait. Pourtant, c'était interdit. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'il a pris que 7 ans? Vous voyez, ça a été une grosse erreur. Parce qu'à cause de ça, c'est après qu'il y a eu les dégâts réels. De base, il est parti en Irak. Bon, voilà, ça s'est passé quand même là-bas. Mais après ça, c'est là où l'influence, elle a grandi, où il a emmené beaucoup de gens avec lui là-bas. Et c'est là où ça a commencé à s'en prendre un peu à la France. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il est tellement aussi influent qu'il est régulièrement transféré d'une prison à une autre. Exactement. Et ça n'a pas empêché non plus d'avoir des connaissances dans la prison. Ça ne l'a pas empêché quand même de manipuler certaines personnes qui étaient en prison. Je ne peux pas dire les noms parce que c'est encore, voilà. Mais oui. C'est vrai qu'on entend, parfois il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques qui montraient que dans certains cas, la prison pouvait être un lieu où il y avait soit une forme de radicalisation pour certains, soit des contacts de ce type-là qui se nouaient. Toi, c'est quelque chose que tu as... Que j'ai constaté. J'ai envie de vous dire, on s'est fait un bon cercle d'amis grâce au parloir. Donc, c'est pas compliqué de savoir. Et c'est aussi à cette époque, donc on est au début des années 2000, que se monte la filière des buts de Chaumont. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation dont fait partie aussi faisait partie ton frère. Oui. Qui s'organisait donc dans le 19e. Exactement. Et qu'ils allaient au but de Chaumont. Ils faisaient du sport pour se préparer à un pré-entraînement pour la guerre, pour le djihad. Et c'est ce qu'ils faisaient, oui. Et c'est à ce moment-là où ça a été vraiment... c'était vraiment concret. Ça veut dire, je ne vais pas vous mentir dans ça, quand ils venaient à la maison, ces personnes-là, moi, je ne les voyais pas. Je n'avais pas le droit de les voir ou quoi que ce soit. Parce que nous, on était toujours à l'écart, les femmes. Même notre voix ne devait pas s'entendre. Ah oui, nos chaussures ne devaient pas être à l'entrée pour que les hommes n'imaginent pas notre pointure. D'accord? Mais je me rappelle que beaucoup de personnes sont venues chez nous donc, qui ont commis des attentats en France. Dont peut-être même les frères Kouachi, peut-être, oui. Et c'était connu à l'époque, donc toi tu voyais qu'il y avait tout ça qui s'organisait, oui. Mais tu as l'impression que dans le quartier, etc. Tout le monde le savait. Ouais. Ah, faut arrêter. Ah non, là par contre, je suis désolée de le dire. Tout le monde savait ce qui se passait. Tout le monde savait que Boubacar, il était radicalisé. Tout le monde savait. Il avait même fait un appel au djihad avant, d'accord, qu'on aille le rejoindre. La France le savait, les autorités le savaient, la DST à l'époque le savait. Et ben c'est à ce moment-là où on se dit, mais putain quoi, ils se donnent rendez-vous chez nous. Pourquoi ils débarquent pas et ils les emmènent tous? Non mais sérieux quoi, je sais pas, c'est quand même dingue, non? C'est incroyable. Depuis la prison, ton frère, il continue à avoir une emprise sur ta vie et sur votre vie au sein de la famille. À 16 ans, il te force à te marier religieusement avec Peter Sherif, exactement. Qui est donc un djihadiste qui sera plus tard impliqué dans l'attentat de Charlie Hebdo. On va revenir là-dessus après. Avant ça, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ce mariage s'est déroulé? Comment est-ce que tu as vécu ça? Alors, ça s'est passé très vite. Pourquoi est-ce que... Vous savez, aujourd'hui, je m'en veux un peu. Je m'en veux dans le sens où je me dis, mais putain, pourquoi je ne me suis pas barrée? Et c'est encore là, je pense que la peur dans laquelle je vivais, elle était très, très forte. Elle était... Non, je vous jure, c'est trop. C'est de la parano. On devient parano quand on vit avec Boubacar et tout. Donc déjà, il y a eu cette petite rencontre banale et qu'après, ma mère, elle me dit, bah, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Et moi, je lui dis, mais non, jamais de la vie. Elle me dit, mais si, t'auras ton petit appart. Bah oui, c'est ce que je voulais, bien sûr. Je voulais me barrer de cette maison, moi. Et quand Boubacar, il m'appelle au téléphone, et là, il me dit, bah si, tu vas te marier avec lui. Mais de toute façon, tu vas te marier. Genre, il n'y a pas oui ou non. Tu vas te marier. T'as 16 ans à l'époque, c'est ça? 16 ans et demi, 17 ans. Et de là, ça s'est passé très vite. Il y a eu, je me rappelle qu'il y avait des hommes dans le salon, je ne sais pas il y avait qui.
J'ai aucune idée de qui y avait. Je me rappelle que j'étais accroupie à côté de la porte du salon, j'entendais mon frère Boubacar, donc il parlait au téléphone. Donc c'est il a comment dire ça, il a entamé mon mariage de la prison avec un téléphone. Incroyable. Et effectivement, j'ai été mariée avec Peter Sherif, comme ça, en étant accroupie dans le couloir, et lui dans le salon. Après, bien sûr, c'est bien détaillé dans le livre, mais grosso modo, c'est comme ça que ça s'est arrivé, oui. Tu le connaissais? Non, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qui il était. J'ai envie de vous dire, je pense même que je ne savais même pas son père était de quelle nationalité. Je sais qu'il est métis, oui, parce que je l'avais vu en premier, et je l'ai vu, et même quand je l'ai vu, je ne lui ai pas parlé, attention, hein. Il conduisait une voiture, il nous accompagnait, il me regardait dans le rétro, et je me disais, waouh, comment il peut me regarder, genre, c'est pas possible, je suis la sœur de Boubacar quand même, non? Et de là, tout s'enchaîne. Et quand je dis que tout s'enchaîne, c'est encore une fois, c'est trop rapide. Bam, 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 ça arrive trop vite. Qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends qu'il va te forcer à ce mariage? À ce moment-là, il n'y a pas le mot choix à la maison. D'accord? Donc, c'est normal. Tout est normal. La violence est normale, l'emprise est normale, d'être enfermé à la maison, c'est normal, et tu fermes ta gueule. Il n'y a pas le mot choix. Ta mère, elle dit quoi à ce moment-là? Ma mère, par contre, elle m'encourage dans le sens où, voilà, tu seras au moins, on va dire, entre guillemets, avec un homme, tu auras ton petit appartement. Mais c'était conclu, attention, c'était conclu qu'à 18 ans, il y a le mariage civil, qu'il ne se passe rien entre moi et Peter Sherif qu'à partir du mariage civil. Sauf que... Effectivement, donc il y a ce mariage, tu découvres un homme extrêmement violent. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce quotidien avec Peter Sherif? Il sort de prison en juillet. Une semaine après, il y a eu le mariage. Par la suite, il y a eu le ramadan. Je ne vivais pas avec lui. J'étais chez ma mère encore. C'était conclu qu'on fasse le mariage civil. Donc, ma date pour avoir mes 18 ans, c'était fin de cette année-là, en novembre. Et là, il y a eu le ramadan. Quand il y a eu le ramadan, les 10 derniers jours du ramadan, ma mère, elle est partie à la mosquée, on va dire, vous savez, les 10 derniers jours du ramadan, on reste dans la mosquée pour lire le Coran, pour vraiment, on va dire, se rapprocher de Dieu. Et c'est à ce moment-là où il me parle du rapport qu'on devait avoir, un rapport sexuel. Sauf que moi, je lui dis, bah non. Et en même temps, tellement que j'ai grandi avec Boubacar dans le sens où je ne dois pas dire non, je dois la fermer, quand on me dit quelque chose, je dois le faire. Ben même là, avec Peter Sherif, je n'ai pas dit non. Je ne l'ai pas dit ce non. Je ne vais pas vous mentir. Je peux aujourd'hui dire non, mais je l'avais poussé. Non, je ne l'ai pas fait. Et quand il me dit qu'il y a ce rapport sexuel, pour moi déjà, je vais vous dire un truc, j'étais tellement enfermée dans ma maison, vous savez que tout ça, c'était très loin dans ma tête. Vous savez, tout ce qui est rapport, flirt, bisous, câlin. Je ne connais pas tout ça, moi, avant. Et il y a eu ce rapport. Et il y a eu un seul rapport avec Peter Sherif quand j'étais chez ma mère. Il faut savoir qu'après 3-4 jours, j'avais du mal à m'asseoir. Je ne pouvais plus m'asseoir. Parce qu'il m'a fait très mal. Et encore là, je n'ai pas dit non. Je ne l'ai pas poussé. Je n'ai pas fait de réaction. Et parce que pour moi, c'était obligé, il fallait que je la ferme. Et je ne me voyais pas dire à Boubacar, oui, tu sais, Peter, non. Parce que vous savez, dans la religion, on dit que voilà, on est mariés, etc. Et quand je lui ai parlé du mariage civil, il m'a dit, mais t'es folle ou quoi? Il m'a dit, moi, je ne vais pas devant ta route. Ta route, c'est une personne qui ne décide pas comme Dieu. Ça veut dire que la mairie ne fait pas partie de notre religion. Pour lui, c'est interdit, c'est des mécréants. Donc, on ne va pas à la mairie. Et là, ça a été un choc pour moi. T'as l'impression d'avoir mis du temps à mettre des mots sur ce qui s'est passé dans cette période-là, alors que ce soit parler de viol ou de séquestration ou ce genre de choses, c'est... Ça fait depuis à peu près 2 ans. J'ai 33 ans aujourd'hui. À 31 ans, j'ai compris que c'était un viol. J'ai compris que j'ai été séquestrée. J'ai compris que j'ai été forcée. À 31 ans. C'est quand même... Parce que le quotidien avec lui, il y avait cette forme d'emprise évidente.
comme il y avait avec ton frère Oui. avant. Qu'est-ce qui était différent dans ce que tu subissais pendant cette période-là? La différence, que c'était plus Boubacar. C'était une personne d'autre. C'était la seule différence. C'est que maintenant, c'était plus moi et mon frère. C'était moi et, entre guillemets, mon mari. Parce que même mariage, il veut rien dire, ce mariage religieux, en vrai. Et un jour, j'avais appelé Boubacar. Je l'avais appelé. Et il m'a dit, tu la fermes, tu restes avec lui jusqu'à ce que je sorte de prison et on verra. Il m'a même pas défendu, mon frère. Je dis, mais attendez, mais il l'a pas fait. Tu lui avais raconté que ce soit le viol, que ce soit ces éléments-là, ou tu lui en parlais pas? J'ai raconté, j'ai pas le souvenir d'avoir raconté ça, mais j'ai essayé d'être un peu vicieuse. J'ai, entre guillemets, balancé quelque chose sur Peter Sherif, une histoire de carnet, qu'il avait un carnet à l'époque quand il était en Irak, qu'il a donné ça aux soldats américains. Et donc, j'ai voulu faire un peu la balance. Je me suis dit, là, mon frère, il va péter un plomb, il va dire, mais je vais le tuer, c'est un traître. Eh ben non, pas du tout, pas de bol. Ouais, t'espérais un conflit entre les deux Exactement. pour que finalement tu ressortes de cette... Et là, mon frère, il me dit non. Il me dit, tu restes avec lui jusqu'à ce que je sorte de prison. Un jour, tu parviens à t'échapper. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé? La première fois que je me suis échappée, j'étais encore chez ma mère. Donc, c'était juste après ce premier viol. Je suis allée chez une amie de la famille. Et je suis partie chez elle, en fait, pour que ma mère ressente. Pas pour que Peter Sherif ressente ou que Boubacar ressente. Je m'en tapais d'eux. Moi, l'important, c'était que ma mère, elle comprenne que vraiment, j'en avais marre, que j'étais fatiguée, que je ne voulais pas de cette vie-là. Et quand je pars, bien évidemment, ma mère, elle me dit « Non, je te promets, c'est fini. » Elle me promet. Elle me dit « T'inquiète pas, c'est fini avec Peter, etc. » Et là, on me retrouve. Donc, je ne suis pas revenue à la maison. On m'a retrouvée. On m'a ramenée chez ma mère. Comment on t'a retrouvée? Ben, en fait, c'est l'un de mes frères, il m'a retrouvée. C'est mon frère de 3 ans qui m'a retrouvée chez cette amie-là de la famille. Et je repars à la maison. Et là, il y a Peter Sherif qui n'arrête pas de venir et de faire des allers-retours. Et il m'offre un bouquet de fleurs. Je peux vous dire que déjà, à ce moment-là, je ne le dis pas aujourd'hui comme ça, hein, par fierté. Non, c'est réel. Quand il m'offrait des trucs, je m'en tapais complètement. Et il y a ce truc où il se passe, où je vais chez sa mère, où il m'emmène chez sa mère. Comment je suis allée chez sa mère? Pas d'idée. Est-ce qu'il m'a dit on va lui rendre visite? Est-ce qu'il m'a dit peut-être que c'est mieux chez ma mère au lieu de chez ta... Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai, j'aimerais tellement avoir des réponses moi-même. Et je me retrouve chez sa mère. Et c'est là où ça a été aggravé. Parce que quand j'étais chez sa mère, j'étais dans la chambre de Peter, je ne sortais pas de la chambre. Et j'ai envie de vous dire une chose. Avec le temps, en écrivant ce livre, avec la réalisatrice Magali Serre, c'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir écrit ce livre. On en parle. Et là, elle me dit, mais Fatma, t'es sûre que la porte de la chambre, elle était fermée à clé? Je lui dis, ah mince, ben non, en vrai, je pense pas. Parce que quand j'ai fugué de chez la mère, j'ai pas le souvenir d'avoir cassé la porte de la chambre. Et c'est là où je me rends compte qu'en vrai de vrai, j'étais dans la chambre de Peter Sherif, que la porte, je pouvais l'ouvrir, je pouvais aller aux toilettes, mais je le faisais pas. Parce que dans ma tête, c'était logique, il fallait pas que je sorte de la chambre de Peter. Pourquoi? Parce qu'il y avait son beau-père à la maison. Il fallait pas que mon regard croise le regard de son beau-père. C'était interdit. Donc, et c'est là où on se rend compte de l'emprise. Où on n'a même pas besoin de te dire ne fais pas ça, que toi-même, automatiquement, tu le fais pas. La porte, elle avait beau ne pas être verrouillée. Je sortais tu pas. restais, Et c'est là la dinguerie. Et ça, je m'en rends compte en écrivant le livre. Et à ce moment-là, il y avait la même emprise, c'est-à-dire que, comme tu le dis, tu pouvais pas croiser le regard de ton beau-père. Il y avait cette forme d'isolement. Tu peux nous le décrire pour que les gens comprennent un petit peu le... C'était une petite chambre, hein, un bureau, un lit de 1 place, un petit placard. Toute la journée, j'étais dans cette chambre. Je ne sortais pas. Il m'emmenait avec lui. Le matin, à la prière de l'aube, il allait faire la prière dans un foyer. J'y allais. Il m'emmenait dans la salle des femmes. J'étais la seule. Je me rappelle que je jouais avec un tableau, parce qu'il faisait des cours d'arabe dans ce foyer. Quand lui faisait la prière de l'aube, moi, je jouais à l'ardoise dans la salle de prière. En vrai, pour femmes, j'étais toute seule. Et je restais dans la chambre toute la journée. Je me rappelle que je mangeais des miel pops. Ça, je me rappelle toujours. Je me rappelle pas d'avoir mangé, exemple, un truc, un plat.
En tout cas, ce qui est sûr, hein, ça par contre, sa mère n'est jamais venue me voir ou elle m'a pas fait de plat. Faut pas croire. Hein. Sa mère, je l'entendais. Et vous savez, à force de rester dans la maison enfermée, on reconnaît les pas. Moi, je reconnaissais le pas de sa mère, de son beau-père, la porte quand elle s'ouvrait, quand elle se fermait, le salon, la cuisine. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Moi, je sais que j'étais dans la chambre de Peter, je connais les toilettes, ils étaient juste en face, et une salle de bain à côté de la porte d'entrée. Et tu faisais quoi de tes journées à ce moment-là? Eh ben, en fait, je faisais rien. Par contre, j'ai essayé encore de faire un peu... là, j'ai commencé un petit peu, on va dire, à essayer de me rebeller. D'être rebelle, voilà. J'allais sur son ordinateur. Et là, j'allais sur le chat Skyblog. C'était un forum. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, là. Mais la dinguerie, quoi. Quand j'en parle aujourd'hui, je me trouve un peu bête. Et j'allais dans ce forum et je disais, genre, je veux fuguer. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner? Sur un Skyblog? C'est un truc de ouf, non? Et là, donc je contacte des gens, j'essaye d'avoir des contacts. Parce qu'entre-temps, pour pas brûler les étapes, j'avais un téléphone. Vous savez, quand j'ai fugué la première fois chez l'ami de la famille, j'ai acheté un téléphone. Mais ce téléphone, il sortait pas de ma valise. Hein. Il n'y avait pas question, c'était trop précieux. Et là, il se passe qu'un jour, Peter rentre. Et moi, bien sûr, j'ai effacé l'historique. Hein. J'ai effacé bien l'historique et tout. Et là, il y a un soir, Peter, il rentre. Il s'assoit sur la chaise. Il me dit, viens, assieds-toi sur mes genoux. Tu sais, genre vraiment le truc de connard, quoi. Il me dit, assieds-toi sur mes genoux. Et je m'assois. Et là, il me sort un truc de malade mental. Il me sort mes mots de passe, mes conversations, mes identifiants sur Skyblog. Et je me rappelle, j'avais fait des recherches pour trouver un hôtel pas cher, genre vraiment bas de gamme, quoi. Et là, il me sort tous les trucs que moi, j'ai supprimés. Donc moi, j'ai effacé l'historique, hein, j'ai tout effacé. Et il me sort tout. Et là, il m'attrape, il m'étrangle. Il me colle sur le mur, comme dans les films. Donc j'ai les pieds en l'air. Et il est quand même costaud. Et il me redescend et il me frappe. Je vais pas vous dire, il m'a donné 3 coups de poing, 2 claques, je me rappelle pas. Tout ce que je me rappelle, je pensais juste au téléphone. Je me disais, j'espère qu'il capte pas le téléphone. Parce que c'était le seul truc qui m'importait, en fait. Parce que moi, dans ma tête, je sais que je vais fuguer de là-bas, mais quand, comment, je ne savais pas. Mais c'était ce téléphone qui m'importait tellement. Parce qu'il était utile pour me fuir. barrer, pour sortir et tout. Et là, il m'attrape, il me frappe. Et après, il casse son armoire. Il frappe encore son armoire. Et ce jour-là, un ange est arrivé. Sa maman. Mais ma fille, pourquoi tu fais ça? Je parlais pas. Je pleurais même pas. Je disais rien. J'avais aucune réaction. J'ai même pas pleuré. Pourquoi tu fais ça en parlant à lui? Pourquoi moi je fais ça? Pourquoi moi je le trahis? C'était de la trahison. Pourquoi est-ce que moi je rentre sur Internet et j'essaye de fuguer, etc. Et le téléphone, il savait que tu avais un téléphone ou Non, justement? surtout pas. Moi, c'était ça. Moi, tant qu'il n'a pas trouvé le téléphone, tout va bien. Même si je me suis fait frapper, tabasser, c'est pas grave, tout va bien. Le téléphone est en sécurité. C'est ça qui est dingue. T'avais ton plan. Je pensais au téléphone. Comment est-ce que tu arrives à fuir finalement? Grâce à une baguette. Donc là, je me rappelle, j'entends donc la porte qui s'ouvre à clé, la porte d'entrée, sa mère qui rentre, et elle dit « Oh merde, j'ai oublié une baguette ». Et quand elle ressort, j'entends pas la clé tourner. En une fraction de seconde, je prends ma valise. J'ai flippé ma race. Je tremblais de partout. Je prends ma valise. Je descends, je cours. Il y avait les escaliers. Et vous savez, je descends en bas. C'était comme, je sais pas, c'est un parking ou une cave, je sais pas. Mais en tout cas, je descends pas directement au 0 pour sortir. Je descends, j'attends, je transpire. J'ai le cœur qui va s'exploser. J'attends. Donc elle était dans l'appartement, mais en train de chercher quelque chose? Non, elle était ressortie. Elle était ressortie. Elle est ressortie, et c'est quand elle est ressortie que tu es reparti juste derrière. En fait, quand j'ai entendu qu'elle a dit « Oh merde, j'ai oublié une baguette », elle est ressortie. Quand elle est ressortie, et j'ai pas entendu ce bruit de la clé, et là, c'est là où je me barre. Putain. Oh là là, c'était trop bien. À quoi ça ressemble ces premières journées? C'est incroyable. Déjà, quand je prends le bus, déjà, je sais pas, il y a un sentiment, putain, faut le vivre. Quand on sort en fait de tout ça, on voit le monde qu'il y a dehors.
On se dit, mais waouh, il y a tout ça. Il y a tout ça qui existe. On ne s'en rend pas compte quand on est enfermé. On ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui travaillent, qui marchent, qui prennent le bus, qui... Je sais pas, c'est un truc de ouf, je sais pas, c'est bizarre. Et là, tu sors, tu vois, il y a du monde. Et toi, t'es là, Tu sais, moi, j'étais bloquée. Et je fais quoi direct? Je pars déjà, je vais dans un hôtel à Aubervilliers. Mais dans une zone industrielle. Dégueulasse. Mais je m'en foutais. Même s'il y avait des souris avec moi, je m'en moque. Je rentre dans l'hôtel. Je m'habille. Je me change. Genre même pas je me pose, je pleure, déprime. Non, pas du tout. J'avais pas le temps. C'était le 31 décembre. Genre le truc de fou. Donc je suis jamais sortie. J'ai jamais bu d'alcool. J'ai jamais vu la nuit. Je sais pas comment c'est. Et en plus, un 31 décembre, je m'habille, je me maquille et je sors. Et même quand je pense à comment je me maquillais, hein, oh là là, laisse tomber. Du bleu, du vert, bref. C'est pas important. C'était la nuit, tout le monde était bourré. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. 18 ans. Je venais d'avoir 18 Ouais. ans. Et là, je vais à Pigalle. Direct Pigalle. Pourquoi Pigalle? Parce qu'en fait, c'était l'endroit où je sais que c'était un monde de nuit. Je sais. Ça sais, symbolisait quoi. ça. Voilà, je sais que c'est un monde de nuit. Je vais là-bas. Mais vous savez que Bastille, République, tout ça, nous dans notre monde, genre, j'ai envie de dire, on n'a pas l'impression que la nuit, c'est vivant. Tu vois, parce que nous, à la maison, la nuit, c'est à la maison. On n'a pas l'impression que la nuit, il y a tout ce Il se mouvement, passe des choses, ouais. qu'il y a des gens qui sortent, qui rigolent. Non, nous, on s'en rend pas compte de tout ça. Et là, je vais à Pigalle. Et le cocktail que je me tape, whisky, bière, je me rappelle même plus de ce que j'ai bu. Mais ce qui est sûr, j'étais pas bourrée quand même. Hein. Je crois que j'avais trop la pêche. Et je me rappelle que j'étais toute seule à ce moment-là? Non, mais non, parce qu'en fait, avant cette fugue, quand mon frère Boubacar était en prison, d'accord? En fait, je gardais 2 enfants. Et je les emmenais à Porte de la Villette à cette époque. Et j'avais eu des contacts de mecs tunisiens qui venaient du bled, ok, qui kiffaient la bière. Mais je crois qu'ils n'avaient même pas où habiter, pour vous dire. Bon, j'avais pris leurs contacts, d'accord? Et c'est là pourquoi le téléphone était très important pour moi. Parce que c'est les 3 personnes. Et je me rappelle de leurs prénoms. Hein. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle de leurs prénoms. Et ces 3 mecs-là, c'est les personnes à qui je connaissais, que j'avais déjà un premier contact. Donc, quand j'avais le téléphone à la maison de la mère de Peter Sherif, quand il me frappait, moi, je pensais au téléphone parce que je sais que je vais fuguer un moment et qu'il fallait que je contacte ces mecs-là pour sortir. Et je les contacte. Donc, eux, ils n'ont pas d'argent. Mais moi, j'ai de l'argent. Et cet argent qu'elle évoque ici, elle l'a mis de côté grâce au babysitting qu'elle a fait plus jeune et qu'elle évoquait tout à l'heure. Il connaissait ta situation? Il savait le... Vous savez, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je sais qu'il savait que vraiment ma vie, c'était merdique. Parce que vraiment, je chialais. À chaque fois que je bois, je chiale. Je pleure. Après, je vais rigoler 1 minute plus tard. Psychopathe. J'étais une psychopathe, vraiment. Les gens, ils doivent se dire, cette meuf, elle est pas normale. Et là, mais l'histoire réelle, Boubacar, Peter, non. Non, ça, j'en avais pas parlé. Ça, c'est sûr. Ça dure combien de temps, cette période Pas longtemps. Ouais. Pas longtemps. Pas longtemps. Parce qu'encore, on me l'a fait en l'envers. Il y a un mec qui l'appelle ma mère. C'est pas les 3 mecs avec qui j'étais. Non, c'était un autre qui nous connaissait parce qu'on allait au marché à l'époque de Crimée, métro Riquet, Crimée. Et en fait, c'était un mec qui voulait sortir avec moi, je pense. Et je lui avais foutu un lapin. Et il appelle ma mère. Et lui dit, ta fille, elle est à Pigalle. J'étais debout avec un mec, donc l'un des 3. Et là, je vois ma mère avec une voiture, avec sa copine. Donc sa copine, elle conduit. Tu l'avais pas eu depuis combien de temps, ta mère? Même pas 2 mois, même pas. Ça faisait 2 mois que t'étais en fugue, enfin que t'avais Voilà, quitté... c'est ça. Et encore là, il y a ce truc-là avec ma mère qui est inexplicable. Hein. Et là, il y a ma mère qui descend de la voiture. Et elle me dit, Fatma, Fatma. Et moi, je dis au garçon, pars-toi. Et je l'attrape. Et ma mère, elle se met par terre. Elle me dit, si tu rentres pas, si tu viens pas avec moi, je me tue. Et je me rappelle du mec là qui était avec moi, putain, hein, malgré tout, hein, malgré son alcool et tout, mais il a eu quand même de la peine sur ma mère, quoi. Il a quand même peiné par rapport à elle. Et là, il me dit, Fatma, vas-y, laisse tomber. Et là, je vais avec ma mère. Je monte avec ma mère. J'ai même pas eu l'idée de demander de l'aide, on va dire, aux institutions, etc. Parce que, je sais pas, j'ai toujours peur, en fait. J'ai toujours peur que... C'est la culpabilité que t'évoquais tout à l'heure? Qu'on t'accuse d'être toi-même proche d'eux? C'est ça, déjà, premièrement. Et en plus, j'ai toujours peur que mon frère, en plus, il sache que moi, j'ai porté plainte. J'ai peur. Je vais pas le faire. J'ose pas le faire.
Je pouvais pas le faire. Et tu savais que pendant cette période, du coup, il te recherchait. Alors là, Peter Sheriff. Oh là 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 là. Lui, déjà, je me rappelle de son message vocal. Il me laisse un message sur mon répondeur. Parce que moi, j'ai appelé ma mère, en vrai. Hein. Quand j'ai fugué, le lendemain, je l'appelle. Hein. Je lui dis, maman, je pleure. Et je lui dis, je vais bien et tout. Vous voyez, malgré tout ça, j'ai toujours ce contact avec elle. Donc, tu revois ta mère. Et donc, à quoi ça ressemble à partir de là, ton quotidien? Déjà, vous savez, j'étais vraiment dans une dépression extrême. Et cette dépression, je ne la montrais pas. Parce que moi, de base, j'ai un caractère, je suis très joyeuse, très souriante, une bonne vivante. Et personne n'a compris, personne ne pouvait ressentir que j'étais en dépression. Et là, ma mère, elle m'envoie au bled. Elle me dit, écoute Fatma, laisse tomber, c'est chaud, tes frères, ils te cherchent, Peter, il me cherche. Et là, ma mère, elle m'envoie au bled, chez mes oncles. Sauf que mes oncles, les pauvres, hein, même eux, ils en ont bavé, quoi. Ils en ont bavé avec moi. J'étais d'un oncle à l'autre. Et tu avais encore un contact avec Peter Sheriff à ce moment-là? Pas du tout. D'ailleurs, ça a été mes derniers. Et même quand j'ai fugué, il avait mon numéro parce que c'est sûr que c'est ma mère qui lui a donné. Je lui ai jamais répondu « allô » genre par téléphone. Et j'ai envie de dire, hein, en toute honnêteté, je n'osais pas lui parler. J'ai peur. Même au téléphone, ça fait peur. À quel moment tu comprends que ton frère, il a un rôle important au sein de Daesh? Alors là, j'ai envie de dire... Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo qu'il a faite, tout en noir, la combinaison et tout. Putain. C'est à ce moment-là. Est-ce que tu peux peut-être décrire cette vidéo pour ceux qui l'ont... Alors en fait, déjà, moi, j'étais en Tunisie à cette époque. J'étais mariée. Et là, il y a une vidéo tout d'un coup qui sort. Mon frère, il était en Syrie, avec le drapeau noir de Daesh, avec 2 mecs à côté. Mais les vêtements qu'il portait, genre, c'est une combinaison pas anodin quand même, avec des armes. Et putain, mais vous voyez le visage qu'il a, mon frère, dans cette vidéo? C'est le même visage avec lequel j'ai grandi toute ma vie. Il a toujours ce visage crispé, ce visage fermé, pas de sourire, pas de... C'est un truc de fou, quoi. C'est impressionnant, j'ai même pas de souvenir qu'il rigolait. Et là, dans la vidéo, il dit quoi? Il dit oui, c'est nous qui avons tué les politiciens Mohamed Brahmi, Chokri Belaïd en Tunisie. Ouais. Et moi, je vis en Tunisie à cette époque. Putain, mais il se dit même pas, merde, ma sœur, elle est là-bas. Il s'en bat les steaks, en vrai. Et rien qu'avant cette vidéo, j'ai envie de vous dire une chose encore. J'ai été interrogée par la police, par les services de renseignement tunisiens. Et il me dit, ton frère, il a tué Mohamed Brahmi. Et moi, je leur dis, mais non, c'est politique, c'est pas possible. Et là, il sort la vidéo. Oui, c'est nous qui avons tué. Et il dit que la Tunisie sera une guerre sainte, une terre de guerre sainte, donc de djihad. Et il explique aussi que entre moi, il dit dans la vidéo, entre nous et vous, il y a des armes. Ouais, donc là, tu réalises qu'il a pris un... Non, mais là, ça a été... Alors, j'ai envie de dire une chose pour que les gens comprennent, c'est très important. Je sais qu'il est violent, je sais qu'il est méchant, je sais qu'il a de la haine, mais encore bien même, cette haine et cette violence, pour moi, elle était que pour nous. Au sein de la famille, pour la chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit un truc, je sais pas, il est sorti comme ça de ma bouche. Je parlais avec Magali, je lui ai dit, tu vois, avant, j'avais l'impression que c'était... Avec qui t'as écrit le... Avec Magali Serre, avec qui j'écris le livre. Je lui ai dit, avant, je croyais que c'était mon monstre. Mais j'avais pas l'impression que c'était le monstre de tout le monde. Moi, c'était ma frustration, c'était ma peur, mon angoisse, mon emprise. Mais je savais pas qu'il faisait autant peur à l'extérieur. Je me rendais pas du tout compte. On approche de la fin, mais quelques questions quand même importantes. En 2016, t'es arrêté par la DGSI, placé en garde à vue pendant 96 heures. Pourquoi? Ça a été ma chute libre. Ça a été la chute libre de toute ma vie. C'est pas, j'en veux pas, oh là là, j'ai encore pleuré. J'en veux pas à la France, j'en veux pas à la DGSI dans le sens, mais ça m'a tuée. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, en 2016, faut savoir que j'avais divorcé du père de mes enfants. Je faisais mon maximum pour m'en sortir vraiment, parce qu'à un moment, j'étais tombée dans l'alcool. J'ai commencé à m'en sortir. Ça veut dire que je sortais plus en semaine, j'ai repris mon travail. J'étais vraiment carrée, je voulais avoir un appart. Et là, il y a la DGSI qui débarque, qui m'emmène pendant 96 heures. Déjà, je pense que, j'ai envie de le dire, c'est que c'est là où je me rends compte que ma famille, elle est spéciale.
Je me rendais pas compte avant. Parce que moi, j'ai grandi dans ça, en vrai. C'est quasiment la norme. Voilà, c'est ça, en fait. C'est là où je me rends compte que, putain, quoi, c'est quand même... C'est chaud. Parce qu'en fait, quand tu parles, au moment où tu... Parce que moi, avant, j'en parlais pas de ma famille. J'en parlais pas, j'exprimais pas. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'on était une famille déséquilibrée totalement. Où il y avait un vrai problème. C'est-à-dire qu'on était à côté de la plaque totale. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. Et ça m'a tuée dans le sens où, quand on me dit, tu as peut-être la takia. Je lui dis, comment ça? Ça, c'était le mec qui m'auditionne. Je lui dis, comment ça, la takia? Il me dit, oui, peut-être que tu fais semblant d'aller en boîte, d'aller dans les chichas, boire de l'alcool. Ah, comme une couverture? Comme une couverture. Okay. Oh, je fais, oh merde alors. Donc, si je porte un voile, je suis peut-être radicalisée. Et si je ne le porte pas et je vais dans les boîtes et je bois... Peut-être que tu fais comme si... Non, là, j'ai dit, là, c'est trop. Et à ce moment-là où je sors de la DGSI, je plonge dans la cocaïne. Ah, je plonge. Je nage dedans. Piscine. Ah, je nage dans la cocaïne. C'est à ce moment-là où vraiment, je suis rentrée dans une parano. Ma vie, par contre, à ce moment-là précis, elle a été en stand-by. Quand je dis stand-by, c'était 2 ans de ma vie. Cocaïne. Tous les jours. Sans un jour sans. Et alcool. À volonté. C'était pas... Ça a été ça a été la chute libre. Ça a été horrible. Ça a été horrible. En plus, j'étais devenue parano. Parano de fou. Parce que là, déjà, j'ai appris que mon frère, il était bien placé de fou dans l'organisation. Parce qu'encore bien, vous savez, le fait que mon frère était un haut gradé, etc., j'ai envie de vous dire, je suis désolée, mais vous savez, des fois, quand on le lit dans des journaux, je me dis, ils abusent un petit peu, quoi, tu vois. Mais là, c'était chaud quand même. Hein. C'était chaud. Et fin 2024, donc tu te retrouves au milieu d'une autre affaire, celle du procès des attentats de janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo. Donc ton ex-mari, Peter Sherif, est accusé d'être impliqué dans la préparation de cet attentat. Il sera d'ailleurs condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Tu es donc appelé à témoigner au procès. J'ai 2 questions là-dessus. En janvier 2015, quand tu apprends, comme tout le monde, ces attentats contre Charlie Hebdo, et pas que contre Charlie Hebdo d'ailleurs, mais là on parlait précisément ici de Charlie Hebdo, est-ce que tu te doutais que potentiellement il y a certaines personnes que tu connaissais dans ce cadre-là? Pas du tout. Non, vraiment, je suis vraiment transparente. Et j'ai envie de vous dire, hein, même si j'aurais douté, je l'aurais dit aujourd'hui, oui, je doutais. Non, vraiment, pas du tout. Et tu es appelé à témoigner lors de ce procès. Est-ce que tu as hésité à témoigner et comment tu l'as vécu? Alors déjà, quand j'ai reçu le courrier, j'ai chialé de fou malade. Parce qu'en vrai, c'est une chose, en fait, j'ai l'impression que j'ai envie de sortir de ça, mais ça me rattrape. Encore bien même, le fait d'écrire un livre, c'est autre chose, c'est mon choix. C'est moi qui a voulu écrire ce livre pour raconter un peu mon histoire et raconter l'emprise auquel je vivais et qu'on peut s'en sortir malgré tout. On peut avoir cette force. Mais que la justice m'appelle pour encore ça, ça me gave, ça m'a gavé en vrai. Et je m'en suis pas rendu compte au moment d'aller témoigner contre Peter Sherif. J'avais pas compris le sens. J'avais pas compris que c'était pour les victimes. J'avais pas compris. Moi, ça m'a saoulée de venir pour sa gueule, en vrai. Et je l'ai dit au procès. Vous savez, moi, quand je parle, je suis vraiment transparente. J'ai dit, mais ça me fait chier, mais ça me saoule d'une force incroyable de venir pour sa gueule à lui, quoi. Ça m'a énervée. Et c'est là où on me dit, mais c'est pour les victimes. Et là, il y a tout qui change. Là, tu vois, il y a toute cette idée dans ma tête qui change, mais tout d'un coup, bam. Je dis, ah ouais, là, je vais faire un truc. Là, je peux vraiment parler. Tu peux aider des victimes. En fait, ce que je voulais qu'ils comprennent, c'est que, vous savez, je vais vous dire une chose sur Peter Sherif. Ça l'a pas tellement dérangé d'être accusé comme terroriste. Mais ça l'a dérangé que je dis qu'il m'a violée. Ça, par contre, il a mal pris. Hein. Il a vraiment mal pris. Et pour préciser, Peter Sherif a été condamné à la prison à perpétuité en octobre 2024 pour avoir aidé Cherif Kouachi, l'un des 2 terroristes de l'attentat de Charlie Hebdo, ainsi que pour la séquestration en 2011 de 3 ressortissants français au Yémen. Quand on dit que c'est un terroriste, qu'il a tué, qu'il a fait des trucs, c'est pas grave. Mais quand j'ai dit qu'il m'avait violée, ça l'a rendu fou. Et ça a été la première fois qu'il prend la parole. Parce qu'il y en a un qui... toute la dimension de terrorisme, c'est ce qui... Ils sont fiers. C'est quelque chose qu'il défend, exactement. Il est fier de ça. Ils sont fiers, mais totalement. Et quand il débarque avec un costume gris, c'est une blague. Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai d'ailleurs porté plainte contre lui. Et je ne sais pas si ça va... en vrai, je ne sais pas si ça va conclure à quelque chose, cette plainte. Mais ça a été une chose, en vrai, hein, quand je suis partie à la brigade et que j'ai porté plainte,
C'était récemment? Ouais, c'est très récent, ça fait même pas 2 semaines. C'est... j'attends pas, en vrai, qu'il soit jugé. T'as porté plainte pour viol, du coup? Pour viol, exactement. Et j'ai envie de dire quelque chose à toutes ces femmes, ou hommes, hein, franchement, qui sont victimes de quelque chose. Tu sais, le fait d'aller porter plainte, c'est pas que la sanction après. De franchir ce pas, d'aller parler, que c'est écrit, qu'une personne de la justice t'écoute, quand tu sors de là-bas, t'as l'impression qu'une montagne est descendue de tes épaules. Et ça, c'est un message que j'ai envie de donner à toute personne victime de quoi que ce soit. Il faut l'ouvrir et il faut en parler. C'est vrai qu'il y a parfois la crainte que, quand on porte plainte, on ne soit pas entendu ou que ce soit classé sans suite parce que justement, C'est un viol et donc il y a une absence potentielle d'éléments qui permettent de... Mais c'est ça que j'ai envie de dire, c'est pas grave. Toi, tu as le sentiment que ça t'a permis à de minima... malade, de fou. Quand bien même Ça m'a il n'y a fait pas de du condamnation pour une raison Même X ou s'il n'y a Y, pas de condamnation, même si ça sera classé sans suite. le fait de libérer De ça... le libérer, de le dire, d'être écouté, d'être entendu, c'est différent. Et vous savez, ce qui est le plus dur, c'est de franchir ce pas. Déjà, franchis ce pas-là. Il faut le faire, essaye de le faire. Mais vraiment, c'est un message. Parce que moi, quand je l'ai fait là, en toute honnêteté, j'ai même pas relancé l'avocat. J'ai même pas relancé mon avocat. Je l'ai pas relancé en disant qu'est-ce qui se passe. ouais. Non, tranquille, zen. Je l'ai fait, non? Est-ce que j'ai réussi à le faire? C'est l'important. Il faut le faire. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes enfants aujourd'hui? Oh là là. La liberté. Mais c'est même pas la liberté, genre, attendez, je vais pas laisser mon fils à 14 ans sortir jusqu'à minuit. Hein. Non, c'est mort. Ça, c'est pas de cette liberté que je parle. De réfléchir, de penser à ce qu'il veut, de donner son avis, même si c'est pas le même que le mien, même si son avis sera tordu, qu'il fasse des erreurs et qu'il en apprenne et qu'il va faire des bêtises, il n'y a pas de problème. Mais je veux que mes enfants ont des études, qu'ils étudient, qu'ils, quand ils grandissent, ils ont un appartement, qu'ils soient indépendants. Et que ma fille ne soit pas à la merci ni de son frère, ni de son père. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon mari qui s'occupe de mes 2 enfants, de mes aînés. Et il appelle papa. Il s'en occupe merveilleusement et je suis très contente d'ailleurs de ça. Aujourd'hui, je veux que mes enfants, déjà, le plus important pour moi, c'est que j'aurais appris ces religions incroyables. Okay, moi, la religion que j'ai appris à mes enfants, c'est la vraie. Être bienveillant, aider les pauvres, aider les orphelins, aider les voisins, d'avoir la sagesse, de retenir sa colère, d'être bon envers les gens, de jamais parler mal. Si quelqu'un ne t'aime pas, toi, c'est pas grave. Tu le laisses. Il veut te frapper, c'est pas grave, laisse-le. Pas de haine, pas de violence à la maison. Et qu'ils aient un choix, un putain de choix de vivre, qu'ils choisissent leur vie en vrai. Moi, c'est ça que je veux. Et je veux apporter une bonne éducation. Parce que l'éducation d'aujourd'hui, ça fera les hommes de demain. C'est très important, très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai tout gagné. Hein. J'ai vraiment tout gagné parce que j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai raconté mon histoire. J'espère que ça pourra aider quelqu'un. En toute honnêteté, même si c'est pas que pour la radicalisation, pour n'importe quelle emprise qu'elle soit, on peut s'en sortir, on peut se sauver, qu'on soit drogué, alcoolique. Et il faut pas être culpabilisé parce qu'on se drogue ou parce qu'on est alcoolique. C'est pas grave. On peut trouver de l'aide, on doit la chercher d'abord pour la trouver, c'est tout. Fatma, merci beaucoup. Merci à vous. Un très grand merci pour ton temps. Je sais que c'est pas forcément facile de revenir sur tout ça et vraiment un très grand merci pour ton Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.